Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration médicale. Je suis Dr Madawi, votre détective médical. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai classique, le genre de sujet qui tombe tout le temps lors de la préparation des examens de spécialité. On va décoder ensemble la néoplasie endocrinienne multiple de type 2A. C'est une pathologie hyper complexe où chaque petit symptôme compte. En fait, comprendre cette maladie, c'est exactement comme assembler les pièces d'un gigantesque puzzle. Alors, prêt à mener l'enquête? Alors, voici notre plan d'attaque pour aujourd'hui. On va commencer par le mystère du syndrome de CIPEL, identifier nos 3 suspects endocriniens, traquer les indices cliniques, mener notre enquête biologique et on finira par la prise en charge avec un petit cas clinique pour tester nos réflexes. C'est parti! Première étape de notre dossier. Le mystère du syndrome de CIPEL. La néoplasie endocrinienne multiple de type 2A, on l'appelle très souvent le syndrome de CIPEL. Et là, j'ai une petite astuce toute bête, mais vraiment redoutable pour le jour de l'épreuve. Pensez simplement à la lettre S. Le son S de CIPEL, c'est comme le son S du mot « second » pour le second type de NEM, donc la 2A. Vous l'avez? C'est super direct et je vous garantis que ça vous évitera de la confondre avec la NEM de type 1. Gardez bien ce fameux S en tête pour la suite. Allez, on passe à la deuxième étape, l'identification de nos 3 suspects endocriniens. Bon, regardons un peu ce tableau. Il résume brillamment les choses. On a 3 glandes principales impliquées. D'abord, au niveau du cou, on a 2 voisines, la thyroïde et la parathyroïde. La thyroïde, elle, va nous faire un truc très spécifique, le carcinome médulaire de la thyroïde, le fameux CMT. Juste à côté, les glandes parathyroïdes ont plutôt tendance à développer des adénomes qui mènent à une hyperplasie, c'est-à-dire que les cellules se multiplient beaucoup trop. Et puis, si on descend plus bas, au niveau de la glande surrénale, plus précisément dans sa partie centrale qu'on appelle la médulosurrénale, on tombe sur une tumeur au nom imprononçable mais redoutable, le phéochromocytome. Entraînez-vous à bien l'articuler, car ce mot-là, on va le revoir. Troisième étape, et pas des moindres, on se penche sur les indices cliniques et les symptômes. Le premier indice, c'est généralement le plus visible. Notre carcinome médulaire de la thyroïde se manifeste de façon assez directe par un nodule ou une petite masse palpable dans le cou. C'est vraiment le point de départ classique qui doit vous faire tiquer lors de l'examen clinique. Mais bon, vous vous en doutez, en médecine, les choses se compliquent très vite en coulisses. C'est là que ça devient super intéressant. Regardez bien cette cascade avec les parathyroïdes. L'adénome, il ne reste pas silencieux. Il se met à surproduire de la parathormone, la PTH. Et que fait cette PTH? Elle balance massivement du calcium dans le sang. Résultat, hypercalcémie. Et comme notre corps ne sait absolument plus quoi faire de tout ce calcium en trop, il l'envoie vers les reins pour le filtrer. Au final, ça cristallise et BIM. Apparition de douloureux calculs rénaux, ce qu'on appelle des néphrolithiases. C'est une séquence mécanique implacable, de la cellule du cou jusqu'au calcul dans le rein. Les examinateurs adorent cette logique, alors mémorisez-la bien. Ok, alors là, alerte rouge pour vos religions. Ce qu'il faut absolument piger avec le phéochromocytome de la surrénale, c'est son caractère épisodique. La tumeur sécrète des catécholamines, genre épinéphrine et norépinéphrine. De base, comme on le voit sur cette slide, le patient va très bien, tension normale, RAS. Mais d'un coup, la tumeur lâche une décharge massive. C'est ce fameux paroxysme. Et là, c'est la tempête sympathique. La tension artérielle explose, le patient fait des crises d'anxiété, il a des maux de tête affreux, des palpitations, et il se met à transpirer à grosses gouttes. Ce contraste de dingue entre le calme plat et la crise aiguë, c'est la signature absolue du phéochromocytome. Quatrième étape, l'enquête diagnostique et biologique. L'épreuve concrète. Alors, comment on confirme nos soupçons? Déjà, on passe par l'imagerie. Un bon scanner ou une IRM, histoire de localiser physiquement ces masses. Ensuite, la biologie. On va doser l'APTH et le calcium pour notre problème de parathyroïde. Mais le truc incontournable, la question qui tombe à coup sûr pour le phéochromocytome, c'est quoi? On peut mesurer l'épinéphrine, oui, mais les marqueurs rois, ce sont les produits de dégradation. Les méthanéphrines, qu'on aille les chercher dans le sang ou dans les urines, c'est vraiment l'indice biologique de référence à retenir. On avance.
5e étape, la prise en charge thérapeutique. Pour le traitement, on ne va pas chercher midi à 14 heures. La stratégie principale, c'est le bloc opératoire. Il faut retirer ces tumeurs. Mais attention, la vraie gravité de la NEM2A, c'est qu'elle est profondément héréditaire. C'est pour ça que le test génétique est littéralement obligatoire. On ne soigne plus juste un patient, on protège toute sa famille. Identifier la mutation génétique, ça permet d'intervenir très tôt chez les enfants, bien avant que les tumeurs ne fassent des ravages. C'est vraiment une question d'anticipation vitale. Allez, dernière étape, la 6e, notre cas clinique, le puzzle final. Mettez-vous en situation. Lisons cette vignette de très près. Un patient vient vous voir pour un petit nodule dans le cou. Vous faites la biopsie et le verdict tombe. Adénome parathyroïdien. Vous creusez un peu l'historique familial et là, un détail crucial ressort. Sa mère a eu un carcinome médulaire de la thyroïde. Savoir anticiper ça chez ce patient, c'est ce qui va littéralement lui sauver la vie, en lui évitant une crise hypertensive mortelle lors d'une future opération. Comprendre les liens cachés entre ces glandes, c'est ça la clé de la NEM2A. Faut toujours connecter les points et regarder au-delà du symptôme initial. Aujourd'hui, la génétique nous permet de désamorcer ces bombes à retardement, ce qui est quand même incroyable. Mais ça laisse songeur. Face à la complexité de notre ADN, combien d'autres syndromes de ce type restent encore à décoder? Voilà de quoi méditer. C'est tout pour cette synthèse. Merci de m'avoir suivi dans cette enquête, et à très bientôt pour de nouvelles explorations cliniques. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.